Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il y a quelque temps, on s'intéressait au gardien, l'ultime rempart entre l'attaquant et le but. Mais sincèrement, à quoi ressemblerait la vie d'un goal sans ces précieux défenseurs ? Leur objectif est simple, brouiller les offensives adverses et stopper les attaquants dans leur course vers le but. Mais en réalité, un défenseur fait bien plus que cela, notamment au centre. Certains mènent leur équipe d'une poigne de fer, d'autres voient le jeu avant même qu'il se produise. Le défenseur central est un animal physique, mais aussi, et c'est essentiel, un animal tactique. Ici, on vous parle de qualité intrinsèque, de palmarès, d'impact sur le jeu et sur l'histoire du ballon rond. Retour sur les plus grands stoppeurs, les plus stratèges. Bref, sans plus tarder, partons à la découverte des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire. Pour entamer ce classement, pas besoin d'aller chercher très loin. En France, nous pouvons nous raccrocher à The Rock. Pas l'acteur, bien sûr, mais on vous parle d'un mur tout aussi difficile à franchir. Marcel Desailly. Pour le numéro 8 franco-ghanéen, tout commence au FC Nantes, où il joue avec un certain Didier Deschamps, un joueur qui lui collera définitivement à la peau. Malgré les premières années propulsives à Nantes, son éthique de travail et son athlétisme lui permettent de taper dans l'œil de Bernard Tapie, qui le fera venir à Marseille en 92. Desailly s'impose au bout de 3 mois comme titulaire indiscutable et lance sa carrière en grande pompe. Avec Basile Boli et Desailly, la défense centrale marseillaise fait trembler plus d'un adversaire. Et cette saison-là, l'OM marque l'histoire en remportant la Ligue des Champions. À jamais les premiers, comme ils disent. Lors de cette fameuse finale de 93 contre l'AC Milan, Desailly marque Marco van Basten à la culotte et entre avec son équipe dans la légende. Ça y est, Marcel Desailly est devenu The Rock, même si le surnom viendra un peu plus tard. Et si ce petit sobriquet lui va si bien, c'est d'abord grâce à sa grande force mentale. Desailly est un pitbull qui ne lâche jamais son adversaire et joue chaque ballon comme si le sort du match était en jeu. Physiquement, son explosivité et son endurance en font un Rock à toute épreuve, sur lequel son équipe peut toujours compter. Quelle que soit la situation, Desailly se donne à 100% pour faire souffrir l'attaque adverse. L'année suivante, l'affaire OMVA le pousse hors de la cité phocéenne. Le défenseur passe alors aux mains de l'ennemi, direction Milan, où il est aligné aux côtés de Paolo Maldini et Franco Baresi. On a vu pire. Avec cet ajout de choix, la défense milanaise ne laisse rien passer. Et pour sa première année avec les Invincibles, Desailly engrange un deuxième succès en C1. Il devient alors le premier joueur à remporter la coupe 2 années consécutives avec 2 clubs différents. Chapeau l'artiste. Avec sa grande aventure en Italie, le meilleur défenseur au monde d'après la presse anglaise pose ses valises à Chelsea. Il y passe quelques belles années, une super coupe de l'UEFA et une coupe d'Angleterre à la clé, malgré une fin assez décevante. Mais surtout, ce qui nous permet d'inclure Desailly dans ce classement, c'est son succès en équipe nationale. 116 matchs avec les Bleus, dont 51 en tant que capitaine. Le défenseur joue un rôle majeur dans la victoire de la France à la Coupe du Monde de 1998, dans laquelle les Bleus n'encaissent que 2 buts et ramènent la coupe à la maison. Malgré une bavure qui le fera expulser à la 67e minute de la finale contre le Brésil, The Rock est décisif sur l'ensemble de la compétition. Rebelote à l'Euro 2000, lors duquel Desailly est exemplaire. Pour nous, Français, ce bon vieux Marcel est un véritable symbole. Produit labellisé Catalogne, Carles Puyol n'a pas volé sa 9e place dans ce classement. Après une fin de formation chez les Blaugrana et 2 saisons dans l'équipe B, Puyol rejoint l'équipe première du FC Barcelone en 99 à l'âge de 21 ans. Autant vous le dire tout de suite, jusqu'à la fin de sa carrière, le Tarzan catalan ne bougera pas. 15 ans de carrière dans le football professionnel, tous au service d'un seul et même club. Une loyauté rare, couplée à un comportement exemplaire, qui fait de Puyol
un joueur unique et unanimement apprécié. Dès sa première saison, le jeune défenseur se montre brillant. D'abord arrière droit remplaçant, son éthique de travail lui permet de se faire une place en tant que titulaire en défense centrale. Et pour sa première performance marquante, le Catalan réalise une mission défensive exemplaire face à Luis Figo, venu défier le Barça avec l'ennemi juré madrilène. Son équipe triomphe du Classico. Puyol impressionne les Blaugrana et très vite, il s'impose comme l'un des éléments clés de la formation catalane. Rien d'étonnant, Puyol est né pour défendre. Soit, il n'est peut-être pas très technique, mais Tarzan est toujours au bon endroit. Son sens du placement, sa vision et son intelligence de jeu en font un joueur redoutable. Surtout, Puyol se donne à 100%. En défense, il ne lâche rien. À l'entraînement, il reste le même. Un monstre de détermination, qui n'a la tête qu'à une chose, gagner. Cette passion et cette rage de vaincre feront de lui un formidable capitaine dès 2004 et jusqu'à la fin de sa carrière. Disons aussi que son charisme, son leadership et son bel esprit en font un patron idéal. Et s'il ne connaît qu'un club, il verra en revanche des trophées à foison. 6 titres de champion d'Espagne, autant de Supercoupes et 2 Coupes du Roi. Sur une plus grande scène encore, il accompagne Barcelone dans 3 victoires en Ligue des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs et 2 Supercoupes d'Europe. Bien sûr, Puyol évolue dans un contexte collectif qui lui est plutôt favorable, mais il est un véritable pilier de l'équipe et son incontestable leader défensif. Les Blaugrana aiment leur capitaine, et il le leur rend bien. Puyol a connu une grande carrière en club, mais son historique en sélection nationale n'est pas moins impressionnante. Eh oui, le palmarès d'un joueur de ce calibre ne saurait être complet sans une Coupe du Monde en 2010 et un Euro en 2008. Il faut dire qu'avec Puyol, Ramos et Piqué en défense, Casillas dans les cages, on comprend pourquoi la Roja a dominé la planète football. Malheureusement, les blessures viennent gâcher la fin de carrière de Puyol, qui prend sa retraite en 2014 à 35 ans passés. La tête haute malgré tout, c'est dans l'ombre que cet immense joueur se retire. En 8e position, un frère ennemi, coéquipier et rival. Pendant qu'il grandissait à Séville, le petit Sergio Ramos n'avait pas spécialement envie de devenir footballeur. À la base, lui, il voulait devenir torero. Disons que l'attrait de la gloire et la richesse lui a fait changer d'avis. En 2004, Ramos entame sa carrière au FC Séville, son club formateur. Après 2 saisons de bonne facture et des coups d'éclat avec la formation andalouse, il est transféré au Real Madrid pour 27 millions d'euros. Un record pour un joueur de son âge et surtout de son poste. Rapide, puissant, grand, doté d'une bonne détente et du jeu de tête qui va avec, Ramos est un très beau prototype physique. Au-delà de sa dimension athlétique, il s'agit d'un joueur technique, capable de distribuer le jeu et de dribbler. S'il s'avance, il peut même représenter une certaine menace offensive. L'atout de Ramos, c'est sa versatilité. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2005, le défenseur n'a pas quitté la capitale. En tout cas, pas à l'heure où cette vidéo est enregistrée. Il porte même le brassard depuis 2015, un rôle dans lequel il brille par son leadership et son assurance dans les moments décisifs. Les socios de l'Atlético s'en souviennent. On pourra tout de même retenir contre lui un sens tactique limité et un caractère impulsif. Ramos détient le record du plus grand nombre de cartons dans l'histoire de la Liga, de la Champions League et de la sélection espagnole. Un total de 235 cartons jaunes et 24 cartons rouges, qui font aussi partie de l'identité de ce joueur brutal. Salah s'en souvient. Que l'on apprécie ou non le style de Ramos, on ne peut que s'incliner devant son palmarès. En club, 5 titres de champion d'Espagne, 4 Champions League, 4 Coupes du Monde des clubs et 3 Supercoupes de l'UEFA. Avec l'Espagne, la Coupe du Monde de 2010, entre 2 championnats d'Europe en 2008 et 2012. Une triple couronne au sommet, auquel le joueur le plus capé et jusqu'ici le capitaine de la Roja a largement contribué. Petit voyage dans le temps. À la 7e place, on va vous parler d'un joueur qui a lancé sa carrière il y a 63 ans. Ce monsieur, c'est Bobby Moore. En club, il passe la grande majorité de sa carrière chez les Hammers de West Ham United. Mais surtout, Moore est le capitaine emblématique de la sélection anglaise victorieuse à la Coupe du Monde de 66, organisée à la maison. Bien sûr, Moore, c'est plus qu'un gros trophée.
C'est une carrière d'exception outre-Manche, mais également sur les scènes européennes et mondiales. Avec son club, il remporte la Coupe d'Angleterre en 1964 et la C2 l'année suivante. Vous vous en doutez, c'est un joueur que peu de nos contemporains ont eu la chance de voir évoluer à son époque. Mais Moore brillait par son intelligence de jeu et son sens du placement exemplaire. Maître de l'anticipation, il est le premier grand défenseur de l'histoire et un véritable précurseur dans le monde du football. Il est même élu footballeur de l'année par la Football Writers Association en 64 et personnalité sportive de l'année par la BBC en 66. Honneur suprême, Pelé le considère même comme le meilleur défenseur qu'il ait affronté dans toute sa carrière. Enfin bon, de la part de quelqu'un qui aurait marqué 1283 buts face aux défenses de l'époque, ça vaut ce que ça vaut. Moore, au-delà même du jeu, de la reconnaissance et de l'innovation, c'est aussi une belle histoire. Au pic de sa carrière, on lui diagnostique un cancer des testicules. Mais Moore n'arrête jamais de jouer. Il n'arrête jamais de défendre. Bien traité, il va même chercher la Coupe du Monde 2 ans après. Malheureusement, il décédera des suites d'un autre cancer en 1993 à l'âge de 51 ans, laissant derrière lui un héritage éternel. Sixième, Ronald Koeman. L'un des meilleurs, mais surtout l'un des plus novateurs. Comme la plupart des défenseurs de ce classement, le sergent est un joueur intelligent, doté d'une très bonne vision de jeu. Bien sûr, s'il a sa place dans le gratin, c'est qu'il était capable de déjouer les attaques adverses. Mais ce qu'il sait faire de mieux, et c'est là que c'est plutôt atypique, c'est marquer. Oui, Koeman est un défenseur connu pour sa frappe et sa capacité à faire filoche. Sa puissance et sa précision en font une arme idéale tout en étant un passeur plutôt efficace. Koeman est un défenseur qui défend, c'est logique, mais il initie aussi le jeu. Il le distribue, il tire, que ce soit dans le jeu ou sur des pénaltys. Bref, un paradoxe total. 239 buts en 685 matchs en club. 14 en sélection nationale avec les Oranges. Des chiffres qui parlent pour lui et des chiffres absolument uniques pour un défenseur. Côté palmarès, Koeman s'est constitué une belle collection à grands coups de pied. Avec l'Ajax et le PSV, il remporte 4 championnats et 3 coupes des Pays-Bas et même une jolie Champions League. Avec Barcelone, c'est 4 solides titres de Liga, une Copa del Rey, une Supercoupe et une autre C1. D'ailleurs, il soulève sa deuxième C1 en 94 en tant que meilleur buteur de la C1. Oui, vous avez bien entendu. Et c'est le genre d'exploit qui valent tant de respect à ce joueur. En sélection nationale, il participe à plusieurs compétitions, mais il n'en gagne qu'une, l'Euro 88, le seul titre international des Bataves. Vous vous en doutez, sur le chemin de cette coupe, il ne manque pas d'inscrire quelques buts, notamment un pénalty crucial face à la RFA, pays hôte, que Koeman et les siens sortent de la compétition. Il va sans dire que ce joueur très particulier a inspiré de nombreux défenseurs et que ses très nombreux buts ont changé à jamais les attentes que l'on peut avoir d'un défenseur central aujourd'hui. Autre spécimen de ce classement, l'Allemand Lothar Matthaus, en 5e position. Malheureusement pour lui, Matthaus a peut-être raté sa vocation. Alors qu'il se destinait à une carrière de tapissier décorateur, il a dû se rabattre sur le football. Bon, tant pis, ce n'est peut-être pas si mal, surtout quand on connaît la suite. D'ailleurs, dans ce classement, voici un premier ballon d'or. Et oui, en 1990, l'Allemand a reçu ce grand honneur au zénith de sa carrière. Concrètement, Matthaus est d'abord un défenseur polyvalent, capable de jouer juste dans toutes les situations. Un grand engagement physique, une vision de jeu très au-dessus de la moyenne qui lui permet de distribuer le jeu quand il n'est pas occupé à décocher des mines à la Mark Landers. Surtout, Matthaus est un leader né. Vocalement et mentalement, il a tout d'un meneur d'hommes. C'est sûrement pour cette raison d'ailleurs qu'il hérite du brassard de capitaine en club, tout comme en sélection nationale. À la fin de sa formation au FC Herzogenaurach, à vos souhaits, il rejoint le Borussia Mönchengladbach pour y faire ses débuts en tant que professionnel. Soulagement, nous voilà débarrassés des noms allemands compliqués. Matthaus ne gagnera rien de significatif là-bas, et il quittera même les Fohlen hué par son propre public, qui le traite de Judas à l'annonce de son départ au Bayern. Déjà à l'époque, ce changement d'air marque un tournant majeur de sa carrière. D'abord,
il remporte une coupe et une super coupe d'Allemagne de l'Ouest, avec 3 titres de champion en RFA. Un peu plus tard, il rejoint l'Inter de Milan et brille sur le plan individuel. En plus de son ballon d'or, il remporte la C3, le championnat d'Italie et surtout le tout premier titre de meilleur footballeur de l'année FIFA. Malgré tout, le monsieur fait son retour en Allemagne en 1992 pour finir le travail avec le Bayern. Avec une Coupe d'Allemagne et 4 titres de champion en poche, il ne lui manquera que la Ligue des Champions pour couronner le tout. Sûrement le plus grand regret de sa carrière. Ce qui peut rassurer Matthaus, c'est son palmarès avec la Mannschaft. L'Euro en 80, la Coupe du Monde en 90. Que demander de plus ? Capitaine de l'équipe, l'Allemand soulève le trophée lors du mondial. Un symbole fort pour son pays, à quelques mois de la réunification. Joueur le plus capé de la sélection, il a laissé une marque indélébile sur le football allemand. Fabio Cannavaro, notre 4e meilleur défenseur central de l'histoire, naît et découvre le foot à Naples. Avant d'intégrer la formation, il commence en tant que ramasseur de balles. Et sur le côté du terrain, il regarde avec émerveillement les prouesses de Ciro Ferreira, son modèle, et de Diego Maradona. Justement, la première fois que l'on entend parler de Cannavaro, c'est après une séance d'entraînement lors de laquelle l'Italien défend agressivement sur Maradona. Ça ne plaît pas aux entraîneurs et au reste de l'équipe, mais c'est le Pibe d'Oro lui-même qui prend sa défense. En lui donnant ses chaussures en souvenir, Maradona donne un conseil au jeune Cannavaro. Il l'encourage à jouer comme il en a envie et à suivre son instinct. Validé par un dieu vivant, le défenseur ne peut que réussir. À 19 ans, il rejoint l'équipe première de Naples, aux côtés des joueurs qu'il ne pouvait qu'observer avec admiration quelques années plus tôt. Sur le terrain, Cannavaro est le prototype du défenseur idéal. Son jeu a peu de failles, peut-être même aucune. Sur le plan physique, il s'agit d'un joueur agile, fort et rapide, doté d'une bonne détente pour compenser son 1,75 m. Sur le plan technique, Canna est à l'aise avec le ballon et sait initier le jeu. Sur le plan tactique, il fait preuve d'une grande intelligence, de véritables capacités d'anticipation et d'une excellente lecture du jeu. Il est tout aussi tenace et compétitif, et avec son charisme et son éthique de travail, toutes ces qualités en font un grand leader et un défenseur tout simplement incroyable. Cannavaro est l'incarnation du mot « complet ». Son talent intrigue rapidement le Parma Calcio, qui met le grappin sur le joueur. Avec le français Lilian Thuram et le portier italien Gianluigi Buffon, il forme un rempart infranchissable pour les attaquants de Serie A. Résultat, Parme remporte la Coupe d'Italie à 2 reprises, ainsi qu'une Coupe UEFA et une Super Coupe d'Italie. Les premières lignes significatives d'un palmarès encore incomplet. Après un creux avec l'Inter, Cannavaro brille à la Juventus et à Madrid. 2006 sera l'année de tous les succès. Dans le championnat italien, il est élu meilleur défenseur et meilleur joueur de l'année. Dans le championnat espagnol, il décroche le titre de champion d'Espagne. Mais surtout, cette année-là, il soulève la Coupe du Monde en tant que capitaine de l'équipe d'Italie. Notamment grâce à lui et à Buffon, l'Italie n'encaisse que 2 buts sur l'ensemble du tournoi. Un but contre son camp et une panenka de Zidane en finale. Vous avez bien entendu, le capitaine n'a laissé passer que 2 petits buts dans sa quête du titre. Celui de son propre coéquipier et un penalty du double Z. Sur le toit du monde, Cannavaro remporte le Ballon d'Or et le titre de meilleur footballeur de l'année décerné par la FIFA. Zidane. Henry. Bref. Bon, il est peut-être temps d'élargir nos horizons et de sortir d'Europe. En l'occurrence, pour ce début de podium, direction l'Argentine. Encore un joueur validé par Diego Maradona, qui le désigne comme le meilleur défenseur et le meilleur joueur qu'il ait vu de toute sa vie, malgré leurs relations conflictuelles. En 3e position, on retrouve le grand Daniel Passarella. Grand, c'est au sens figuré uniquement, car malgré son 1,73 m, Passarella est un immense pilier de l'histoire du football. Pour un défenseur, empêcher l'ennemi de marquer est l'objectif ultime. Mais si en plus, il peut enfoncer le clou en mettant lui-même un but, c'est l'apothéose. Alors oui, de nombreux défenseurs en ont marqué des buts. Mais combien ont atteint la barre des 100 ? Passarella, avec ses 178 buts en 550 matchs, est la terreur des attaquants adverses, mais aussi des gardiens. Un profil presque unique dans l'histoire du football, plus ou moins à un Koeman près.
Il faut dire que le pistolero est doté d'une frappe puissante et précise qui trouve souvent le fond du filet. Capable du meilleur balle au pied, sa technique de passe et de dribble, son tir et son jeu de tête en font un attaquant remarquable. Mais on vous rassure, vous êtes toujours dans notre classement des plus grands défenseurs. Passarella est simplement un joueur incroyablement polyvalent et un authentique libéro. Dans sa propre moitié de terrain, il est connu pour ses tacles tranchants et son sens du placement, qui font de lui un défenseur bougrement efficace. Comme beaucoup de joueurs historiques, celui qu'on appelle le grand capitaine avait surtout une grande gueule. Sa passion, son leadership et sa capacité à organiser le jeu sont ce qui fait de Passarella un joueur si marquant et si accompli. En club, ça se traduit par 3 titres de champion d'Argentine. En sélection nationale, il écrit la légende de son pays. L'exploit ultime de sa carrière, c'est la Coupe du Monde de 78. Élu meilleur joueur argentin, El Gran Capitán amène l'Albiceleste jusqu'au bout et devient le premier Argentin de l'histoire à soulever la Coupe du Monde. Rien que ça. Ce trophée, qui fait de lui un si grand joueur, il le chérit. Il ira même jusqu'à dire, et je cite, que soulever cette coupe, c'est comme ressentir un orgasme permanent. Témoignage d'un amour du jeu sans pareil. En 1986, il assure la qualification des siens à une nouvelle Coupe du Monde en sauvant son équipe dans un dernier match décisif face au Pérou. Passarella défend le fer, crée l'opportunité et joue une fois de plus un rôle majeur dans le succès de l'Albiceleste. Bloqué sur le banc à cause d'un virus intestinal, c'est malheureusement depuis la touche qu'il observera José Luis Brown, son remplaçant, et Diego Maradona remporter une seconde Coupe du Monde. Il est cependant le seul joueur à avoir fait partie des 2 équipes championnes. Passons aux choses sérieuses, à la crème de la crème. Franco Baresi, notre numéro 2, fait partie de ce gratin. D'abord, disons-le, l'histoire est forte. Originaire de Travagliato, en Lombardie, Franco et Giuseppe Baresi perdent leurs parents très jeunes. Les deux tentent de rejoindre l'Inter de Milan, mais un seul est retenu, le grand frère, Giuseppe. Trop chétif à ses 14 ans, Franco ne fait pas encore l'affaire, et son frère semble alors être le meilleur parti. Tant pis, c'est surtout une occasion manquée de l'Inter et une sacrée aubaine pour le rival de l'AC Milan, auquel il dévouera toute sa carrière. 532 matchs et 20 ans de loyauté au plus haut niveau pour son seul et unique club, dont 15 en tant que capitaine. De l'autre côté, son frère offre sensiblement la même chose à l'Inter. 15 ans de bonne facture, 559 matchs, quelques années de capitainerie, le football est finalement une affaire de famille chez les Baresi. La fille de Giuseppe, Regina, est d'ailleurs l'actuelle capitaine de l'équipe féminine de l'Inter. Le cadre est posé. Une histoire tragique et les doutes de son club de cœur, un grand frère qui semble d'abord accomplir ses rêves à sa place, toute cette adversité, Baresi la canalisera dans le football. À l'âge de 17 ans, il dispute son premier match de Serie A. À 18 ans, il intègre les titulaires. Et rapidement, il détonne, il impressionne. Sa lecture du jeu, sa vision et son sens tactique en font un grand joueur. D'abord, Baresi étudie le jeu. Ensuite, il le maîtrise. C'est son intelligence de jeu qui le rend si unique, si performant. Et à ses connaissances tactiques s'ajoute une technique presque encyclopédique. Le joueur italien se montre d'ailleurs capable de distribuer le jeu, ce qui en fait un très bon créateur. Vous vous en doutez, physiquement et mentalement, Baresi est également un sacré phénomène. Endurant et tenace, précis dans ses gestes et concentré sur le match, plein de sang-froid et de professionnalisme. L'Italien a tout d'une légende. Même ce jeu élégant qui caractérise si bien les athlètes italiens. Même ce leadership qui transforme les grands sportifs en grands vainqueurs. Quand le club est au plus bas, il garde la même intensité, la même prestance et reste le même capitaine. Sa loyauté, sa patience et sa dévotion seront d'ailleurs bien récompensées. À la fin des années 80 et au début des années 90, il forme une défense de rêve avec Paolo Maldini, Christian Panucci, Alessandro Costacurta et Mauro Tassotti. Avec son très cher Milan AC, il remporte 6 fois le championnat d'Italie, 4 fois la Supercoupe au niveau italien, 3 fois au niveau européen. Il prendra aussi 2 coupes intercontinentales, une Mitropa Cup et surtout 3 Ligues des Champions. Est-ce vraiment étonnant qu'il soit élu joueur du siècle du Milan AC en 1999 ? Pas le moindre doute.
cet immense compétiteur le mérite. Le seul autre maillot que le Loyal Baresi connaît, c'est celui de la Squadra Azzurra. Malheureusement, lors du sacre de l'Italie en 82, il ne jouera pas une seule minute et manquera son heure de gloire. Malgré le manque de palmarès, il honore le maillot et défend le fer pour la sélection italienne, emmenant même son équipe en finale de la Coupe du Monde de 94 en tant que capitaine. Baresi était parfois surnommé Kaiser Franz, en référence au meilleur des meilleurs. Vous voulez jouer aux devinettes ? Il va falloir vous accrocher. J'ai remporté 5 fois la Bundesliga et 4 fois la Coupe d'Allemagne. Outre-Atlantique, j'ai gagné 3 titres de champion des États-Unis. Toujours dans mon armoire, j'ai aussi 3 Ligues des Champions, une C2 et une Coupe intercontinentale. Avec l'Allemagne de l'Ouest, c'est une victoire à l'Euro 72 et à la Coupe du Monde de 74. Et cerise sur le gâteau, on m'a donné non pas 1, mais 2 ballons d'or, accompagnés de 4 titres de footballeur de l'année en Allemagne. Question de respecter mon talent. Je suis l'empereur du football, Franz Beckenbauer. Vous l'attendiez, et certainement à cette place. Beckenbauer est sans le moindre doute le meilleur défenseur central qui ait touché le ballon rond du bout de son pied. Véritable précurseur, celui que l'on appelle le Kaiser dans la langue de Goethe ou l'empereur dans celle de Molière, est tout simplement considéré comme l'inventeur du rôle de libéro. Franz lance sa carrière professionnelle en 1964 au Bayern de Munich, où il jouera un total de 427 matchs. Et à partir de là, le monsieur déroule. On vous a passé son palmarès au crible, et vous avez certainement pris la mesure de l'importance de ce véritable monument du sport. Aucun doute sur le talent du monsieur. Il devient rapidement capitaine de son club et de la sélection nationale. Franz est décrit comme un meneur de jeu et mène justement l'Allemagne et le Bayern vers de nouvelles heures de gloire. Beckenbauer fait de la tactique la qualité principale du défenseur central. L'empereur n'est pas un colosse ni un monstre athlétique, mais il brille par sa vision et son intelligence de jeu. On vous a peut-être gonflé avec ces 2 qualités, mais c'est Beckenbauer qui en a fait la norme à ce poste. Franz est toujours là où il faut, quand il faut. En défense, il stoppe les offensives adverses. En attaque, il place quelques frappes mémorables et fait les bonnes passes. Ne devient pas l'empereur du football qui veut. Dans tout ce qu'il fait, le Kaiser est d'une efficacité remarquable et en prime d'une grande élégance. La précision, la perfection, c'est ce qui caractérise cette légende. Encore des décennies plus tard, le football a gardé la trace de Beckenbauer dans le jeu. Le rôle de défenseur central s'est tout simplement construit sur son modèle. Et pour ça, difficile de lui refuser cette première place. Le meilleur, probablement. Le plus grand, sans la moindre hésitation. Du physique, du mental, du leadership, de la tactique. Devenir un grand défenseur exige beaucoup de qualité et de discipline. On aurait aimé vous parler de bien d'autres défenseurs de légende. Le football est un sport qui évolue et des joueurs se feront une place dans cette liste à l'avenir. On attend donc votre top 10 dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, dribblez bien.